Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes dévoile son plan stratégique de développement pour la période 2021-2025. Le ministère veut impliquer davantage les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre en vue de leur accompagnement. La lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. Désormais, les cache-nez seront exigés dans les transports en commun. C'est une décision du Haut Conseil des entreprises de transport. Pour faire barrage à la pandémie, les chauffeurs et usagers sont sensibilisés et invités au respect de la mesure. La célébration de la Journée des droits de l'homme se tient à Abuja. Et cette célébration a débuté ce 7 janvier. Thème de cette journée, promouvoir le droit à l'éducation, à la santé et l'opportunité de profiter des pratiques de santé culturelle autochtone. Le Conseil national des droits de l'homme invite à réfléchir sur le rôle de la médecine traditionnelle. En sport football, le CHAN 2021 a démarré ce samedi avec le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe. À Yaoundé, le Cameroun a battu l'équipe du Zimbabwe sur le score d'1-0. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons littérature avec notre invitée Mawa S. Bakayoko. Elle est romancière, auteure de 8 ouvrages. Son roman « Sous le joug d'un Dangadè » est un voyage dans un monde imaginaire, un monde où un enfant maudit multiplie les phrases, escapades. Le lecteur est conduit donc sur un itinéraire périlleux en vue d'en tirer les leçons de vie. L'œuvre pointe du doigt, entre autres, la déscolarisation, la drogue, le maraboutage, la polygamie, la violence conjugale. Bonsoir, Madame Mawa S. Bakayoko, heureuse de vous retrouver. Bonsoir, Madame Goura. Alors, Sous le joug d'un Dangadè, l'enfant maudit, le titre est en malinké, également en français, et augure déjà des lueurs mornes. Le lecteur s'attend donc à infiltrer un univers sombre. Que recherchez-vous au juste? Merci de me recevoir ce soir. Sous le joug d'un Dangadè, je dirais la copie conforme de la vie. C'est la réalité que nous découvrons tous les jours dans notre quotidien. Nous nous laissons entraîner dans cette œuvre-là, dans une cavalcade incertaine, accrochée aux trousses de ce couple incertain qui est Néné et son fils Lance. Donc, qu'est-ce que je recherche? Je recherche tout simplement la vision de cette réalité-là que nous vivons, qui passe souvent à côté de nous, mais qui existe réellement. Et vous nous invitez sur un chemin périlleux. Nous allons emprunter ce chemin dans une trentaine de minutes. Comment justement en sortir? Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Mawa S. Bakayoko. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir cette action du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui vient de dévoiler son plan stratégique de développement pour la période 2021-2025. Le ministère veut impliquer davantage les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ce plan. Une rencontre a été organisée donc justement pour présenter la politique d'accès à l'emploi jeunes et recueillir surtout l'avis des partenaires en vue de leur accompagnement, nous explique Franck Quadio. Selon l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel ivoirien réalisée en 2017, le marché du travail est marqué par un taux élevé d'emplois vulnérables, 69,5%, et de 16,1% d'emplois précaires. Mais l'avènement des programmes et projets liés à l'emploi des jeunes a permis, par exemple, de 2016 à 2019, la formation de 90 629 jeunes à l'entrepreneuriat et la mise en stage de 16 886 jeunes en fin de cycle. Pour l'année 2021-2025, il s'agit de réorienter la stratégie. Un plan de développement est conçu et il est présenté aux partenaires techniques et financiers. Nous voulons vraiment assurer que lorsque nous accompagnons les jeunes, que ça leur permette effectivement de pouvoir s'insérer de façon durable. Bon, il ne s'agit pas d'avoir un petit boulot de 2 ou 3 jours ou de 3 mois, qu'ils puissent s'insérer durablement. Ça veut dire que nous allons améliorer nos offres de services.
Une dizaine d'organisations internationales venues s'imprégner du projet, mais aussi faire des amendements. Le PAM, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, entre autres. Et donc là, il y a des énormes efforts qui sont faits au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, mais aussi d'autres dispositifs gouvernementaux pour soutenir la création d'entreprises ou de l'auto-emploi par les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est une première dimension qui est importante. La deuxième dimension, qui est centrale dans le dispositif qui est mis en place, c'est l'implication du secteur privé et des entreprises. Des recommandations notées par le ministre de tutelle, Touré Mamadou, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le dispositif d'aide à l'emploi des jeunes. Je notais aussi que nous devions donc intensifier nos actions en milieu rural, mais aussi améliorer la communication à l'endroit des populations en milieu rural. C'est aussi la volonté du chef de l'État sous l'excellence Alassane Ouattara. Nous avons aussi comme recommandation donc le renforcement du dispositif de suivi-évaluation. Nous avons investi plusieurs milliards de francs CFA dans le programme d'insertion des jeunes. C'est vrai que nous avons un dispositif de suivi-évaluation, mais ce dispositif sera renforcé pour que nous puissions mesurer en temps réel l'impact de ces investissements sur les jeunes. Ces ajustements seront portés au gouvernement d'ici la fin du mois de janvier pour adoption. Il s'agit au final de mobiliser plus de 2 millions de possibilités d'insertion pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Autre question est, dans ce 20 heures, comment la Côte d'Ivoire, notre pays, peut assurer son autosuffisance en riz? Il s'agit donc d'augmenter la production locale en utilisant des intrants à fort rendement et des engrais. Le ministre chargé de la promotion de la riziculture a donc signé cette semaine avec les industriels Yara et Bayer 2 géants mondiaux en équipement agricole. Le reportage est signé Lansine Bakayoko. Pour combler son déficit de production en riz qui avoisine les 1,5 million de tonnes, la Côte d'Ivoire importe chaque année pour 350 milliards de francs CFA. Des dépenses lourdes que le gouvernement cherche à éviter avec la mise en œuvre de sa stratégie nationale 2020-2030. Stratégie qui préconise des variétés de riz à fort rendement et l'emploi de fertilisants adaptés. Voilà qui justifie cet accord tripartite entre le ministère de la promotion de la riziculture et les 2 firmes internationales. Nous venons à cette table pour apporter aux riziculteurs ivoiriens des engrais spécialisés pour le riz, qu'ils soient en culture irriguée ou en culture pluviale. Mais au-delà de ces engrais que nous pouvons mettre à la disposition de ces riziculteurs et du ministère, nous venons avec du conseil et de la connaissance que nous sommes prêts à mettre à la disposition des leaders de poules et des riziculteurs en Côte d'Ivoire. Des engrais de qualité à mettre à la disposition des paysans en vue de compenser la perte des éléments nutritifs de terre, mais surtout une assistance technique en matière de suivi des itinéraires. Nous souhaitons également accompagner les agriculteurs. C'est pour nous essentiel, en les formant à la connaissance de nos produits, en les formant à l'utilisation de nos produits, aux bonnes pratiques agricoles, pour leur permettre d'utiliser les bons produits aux bonnes doses et au bon moment. Cet acte de signature qui combine ces 2 expertises signifie à terme un approvisionnement efficient en produits phytosanitaires et en intrants et une plus grande productivité des exploitations rizicoles. Ce partenariat devrait in fine entraîner des profits plus élevés, notamment pour les riziculteurs. Cet acte est très important pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif que nous avons avec la nouvelle stratégie, il s'agit de passer d'une riziculture traditionnelle à une riziculture moderne, rentable, durable et respectueuse de l'environnement. En densifiant son offre en matière de production de céréales, il s'agit pour l'Afrique et donc pour la Côte d'Ivoire de régler cette question devenue forcément anxiogène. Comment nourrir les 10 milliards d'individus que comptera le monde en 2040? Les lignes bougent aussi du côté du ministère du Budget du portefeuille de l'État. Le ministre Moussa Sanogo a effectué hier vendredi une visite dans les locaux de l'Agence du foncier rural à Fort. C'est une visite de travail qui lui a permis de s'imprégner de plusieurs questions comme celle du financement de l'AFOR, de l'amélioration technique des travaux effectués, notamment la délimitation des espaces villageois. Le reportage de Jean-Luc Bango. Après le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, la semaine dernière, c'est au tour de Moussa Sanogo
du budget et du portefeuille de l'État de s'imprégner des conditions de travail et de l'opérationnalité de l'agence foncière rurale, un organe dédié à la sécurisation foncière. Notre rôle, c'est de délimiter avec certitude les 8576 villages de Côte d'Ivoire. On ne pourra plus dire telle structure est créée par attachement à tel village sans en avoir la carte précise. Une mission de sécurisation des investissements dans le foncier rural qui vise à favoriser un climat de confiance entre les opérateurs économiques privés et les détenteurs de droits privés. Le foncier a été et demeure une problématique importante en zone rurale, mais aussi pour tout ce que son action peut entraîner dans l'accélération de la création de richesses, notamment à travers la délivrance des certificats fonciers, la facilitation donc du financement des activités dans le secteur agricole. Les échanges avec le ministre ont notamment porté sur les questions du financement des activités de l'agence foncière rurale ou encore de l'amélioration technique des travaux qu'elle effectue en matière de délimitation d'espaces villageois. Et on ne baisse pas du tout la garde dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de circuler. Voilà, attention, le coronavirus est toujours menaçant. Et ce samedi 16 janvier, on dénombre dans notre pays 172 cas positifs sur 2584 échantillons prélevés, 97 nouvelles guérisons, 0 décès, 686 cas actifs à ce jour. Restons donc vigilants. L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent et dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. Notons que les vaccins, dont au moins 50 millions, seront disponibles entre avril et juin prochains et seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech. La lutte contre le coronavirus s'intensifie justement dans notre pays. Désormais, les cache-nez seront exigés dans les transports en commun. C'est une décision du Haut Conseil des entreprises de transport pour faire barrage à cette pandémie mortelle. Les chauffeurs et usagers sont sensibilisés et sont surtout invités au respect de cette mesure. Des cache-nez remis aux clients de ce taxi communal assurant la ligne Zo Atoban dans la commune de Cocody. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation port de masque dans le transport public. C'est pour notre propre santé. Le cache-nez, c'est utile. À partir d'aujourd'hui, je marche avec mon cache-nez, me protéger puis protéger les autres. On a arrêté de porter. Comme vous m'avez dit que non, que ça c'est revenu, on va continuer de se protéger. Face à la résurgence de la maladie à coronavirus, le Haut Conseil des entreprises de transport monte au créneau. Ibrahim Diaby, directeur général de cette structure, est sur le terrain pour parler aux acteurs du transport de la nécessité de s'investir dans la lutte contre la Covid-19. Vous voyez que la première phase nous a coûté très cher pendant près de 5 mois. Si la maladie revient, et nous les transporteurs, nous les chauffeurs, nous les chefs de gare, nous les organisations, etc., nous savons que c'est mauvais pour nous. Parce que si ça continue, c'est l'autre chose là qu'on a évité là qui va revenir. C'est-à-dire bloquer Abidjan, diminuer les places. C'est pour ça que nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que nous puissions ensemble sensibiliser nos passagers, nos équipages, nous-mêmes. Une initiative bien accueillie par les responsables de gare et les chauffeurs. On a constaté nous-mêmes la hausse du nombre de Covid. Ce ne serait pas bon pour nous, transporteurs, de retomber à ce qui est passé, ça fait près de 6 mois. Donc nous prenons vite le taureau par les cornes. Une équipe de veille qui sera là en permanence, en tout cas dès que l'ouverture de la gare jusqu'à la fermeture de la gare, pour faire respecter les mesures barrières. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, Ibrahim Diaby a rappelé les conséquences de cette pandémie sur leurs activités, avant de lancer un message à tous les usagers du transport public. Désormais, quand vous montez dans un véhicule, faites tout pour porter le cache-nez. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un baka. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un autocar. Après demain, ça va commencer. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Une démonstration des transporteurs plus que déterminés à faire barrage à la propagation de la Covid-19. Et justement, on reste soudés pour faire barrage à cette pandémie que le coronavirus. C'était un reportage de Mamadou Kwasi.
La célébration de la journée des droits de l'homme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient à Abuja. Thème de cette journée, promouvoir le droit à l'éducation, à la santé et l'opportunité de profiter des pratiques de santé culturelle autochtone. Le Conseil national des droits de l'homme invite justement à réfléchir sur le rôle de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies et la gestion de cette pandémie. C'est un reportage de Jean Magagi. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, célèbre en Côte d'Ivoire la journée des droits de l'homme de la CEDEAO 2021. Cette année, le droit à la santé pour tous et l'utilisation de la médecine traditionnelle pour le traitement des maladies sont au cœur des réflexions. Société civile et spécialistes de la médecine, tous partagent leurs expériences. Ils veulent promouvoir et améliorer les pratiques pharmaceutiques autochtones dans le traitement des maladies et la gestion des pandémies comme la Covid-19. L'on enregistre plus de 6500 tradipraticiens en Côte d'Ivoire et plus de 90% de la population a accès aux soins de santé traditionnels, selon le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle. Le gouvernement a pu mettre en place des lois. La médecine traditionnelle est donc légalisée et réglementée. Nous avons une loi et un code d'éthique et de déontologie par rapport aux praticiens de médecine traditionnelle. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons fait le renforcement des capacités des praticiens de médecine traditionnelle sur les bonnes pratiques de fabrication, mais également la référence, la contre-référence. Depuis l'allocution du président de la République qui demandait à ce que la médecine traditionnelle soit mise à contribution, nous avons été approchés et nous avons mis à la disposition des autorités de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, des potions que nous avons amenées de partout à travers la Côte d'Ivoire afin que ce soit pris en compte dans cela. La présidente du CNDH, Namizata Sangaré, s'est engagée à travers cette journée à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La célébration de la journée des droits de l'homme de la CEDEAO est à sa 5e édition. Le Conseil régional du Nzi a reçu plus de 4500 tables bancs dans le cadre du programme d'investissement rapide des régions et 1500 kits scolaires. Ce programme a aussi permis de mener plusieurs actions sociales au bénéfice des populations de cette région. Eugène Atoubi. On dit la taille, on a voté pour lui. Sur le temps consacré à la reconnaissance, le président du Conseil régional du Nzi rend public le don du président Alassane Ouattara dans le domaine de l'éducation. Ce sont 4500 tables bancs offerts pour soutenir la politique éducative du Conseil régional du Nzi, une politique en cohérence avec la vision du gouvernement. C'est une contribution significative aux efforts de la région du Nzi dans un contexte où l'école, comme ailleurs en Côte d'Ivoire, affiche son dynamisme, en même temps qu'apparaît la nécessité d'accompagner les mécanismes qui assurent son illustration. Nous allons en faire bon usage de ce que nous avons promis au président du conseil régional du Nzi. Il y a que nous avons beaucoup de déficits au niveau des enseignants. C'est surtout la prise en charge de certains profs que nous allons recruter, que nous serons soutenus par le conseil régional et disons les collectivités locales. 1500 kits scolaires ont également été offerts au conseil régional du Nzi à distribuer aux enfants du primaire dans les départements de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimokro-Même, chef-lieu de région, selon les besoins de chaque inspection de l'enseignement primaire. Le programme d'investissement rapide des régions Pays Désert a également permis au conseil régional du Nzi de financer la construction d'infrastructures éducatives, l'octroi de prise en charge scolaire et universitaire, ainsi que le financement de divers projets au bénéfice des jeunes dans chacun des 3 départements, notamment dans le domaine sport et emploi jeunes. Au plan sportif, plusieurs associations de sport, karaté, maracana et football, ont reçu des équipements pour 15 millions de francs CFA dans une perspective de renouveau sportif dans la région. Nous sommes heureux et nous ferons bon usage pour que tout ce qu'il vient de nous offrir serve pour faire avancer le sport dans notre région. 130 jeunes sélectionnés dans plusieurs localités des 3 départements ont obtenu des permis de conduire pour les aider à l'autonomisation dans une perspective d'insertion socio-professionnelle. Le président de la République est clair. Il faut que nous occupions sainement nos jeunes. On va aussi trouver d'autres occupations pour les activités agricoles. Et c'est pourquoi je tiens à
créer des retenues d'eau dans toutes les sous-préfectures afin que les jeunes gens puissent mener des activités de production de maraîchers et de vivriers. On va les aider à organiser le circuit de commercialisation afin que vraiment chacun puisse avoir une occupation qui puisse lui permettre de nourrir sa famille. Le conseil régional du Nzi est dans une dynamique d'action pour établir un rapport de confiance avec la population. Générosité, solidarité et écoute sont les valeurs autour desquelles Ngossan Kofi Lataye engage filles, fils et cadres du Nzi à tous œuvrer pour une région prospère et rayonnante. Au chapitre politique de ce 20 réuni donc en Assemblée générale ce samedi à Abidjan, l'Alliance nationale pour le changement d'Alphonse Soro annonce la fin de sa collaboration avec l'opposition ivoirienne et notamment avec le mouvement politique de Guillaume Soro, Groupement et Peuple solidaire GPS. Le reportage de Lansene Bakayoko pour en savoir davantage. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, et son président Alphonse Soro ne font plus partie du mouvement politique de Guillaume Soro. Prenant acte de la volonté populaire qui n'a pas adhéré à la proposition politique d'un changement générationnel en 2020, prenant acte des divergences profondes avec le management, le langage politique, les méthodes et l'absence d'une vision qui rassure les Ivoiriens quant au maintien d'une paix durable, en l'absence pour l'heure d'une offre politique susceptible de sauvegarder et de poursuivre la dynamique de développement entamée par le président Alassane Ouattara, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, annonce la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS. Cette fin de collaboration avec le mouvement citoyen GPS et l'opposition ivoirienne marque surtout le début d'une nouvelle alliance avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. L'ex-bras droit de Guillaume Soro appelle même ses militants à promouvoir les actions de paix et de développement du président Alassane Ouattara. L'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, donne un mot d'ordre clair à ses cadres qui le souhaitent et à ses bases pour se présenter ou, à défaut, nouer des alliances avec les candidats RHDP dans leurs circonscriptions électorales respectives. Donne mandat à son président à l'effet d'entreprendre toute discussion avec le RHDP en vue de la construction d'une grande famille politique autour du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Un bureau politique extraordinaire élargi aux 30 régionaux et aux 108 départementaux, ainsi qu'aux structures spécialisées de l'Alliance nationale pour le changement, est prévu le 30 janvier prochain à Abidjan. L'association des héritières d'Ado qui partage et promeut les valeurs incarnées par le président Ouattara continue de mener des actions de développement, de paix et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire. L'association qui est aussi présente à Vavois appelle toutes les femmes de la localité à promouvoir la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Elles auront été au début et à la fin de la victoire du président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Ces femmes du département de Vavois ont participé également au 56% de taux de participation de la région du Haut Central. La cérémonie d'installation de l'association Les Héritières d'Ado a été l'occasion pour ces femmes de célébrer la victoire de leur candidat. L'association Les Héritières d'Ado est un mouvement politique qui est en charge de l'encadrement des femmes et qui œuvre également pour la paix et la cohésion. Après sa victoire au premier tour, ces femmes membres de cette association veulent apporter leur appui afin d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ces femmes, ces filles de la diaspora ivoirienne qui ont décidé de vraiment venir en aide au père. Nous héritions du père et cet héritage, nous voulons transmettre à nos enfants et que ça soit une continuité. Voilà pourquoi nous nous battons. Avec l'aide de Dieu et puis ces braves femmes qui se battent sur le terrain à l'extérieur, qui essaient de se mettre ensemble pour venir en aide au père Alassane Ouattara. La présidente nationale de l'association Les Héritières, Ndema Kone, a aussi invité les femmes à soutenir la présidente communale de sa structure. Elle soutient que seule l'entente et la cohésion pourront permettre d'atteindre les objectifs.
Créée en 2016, l'association des héritières d'Ado vise à travailler pour la sauvegarde des actions de développement du président Alassane Ouattara. Elle sensibilise également les femmes de Côte d'Ivoire à la promotion des actions de paix et de cohésion sociale afin de faire du vivre ensemble une réalité. Le nouveau chef du canton Sofa, El Hadj Bamba Adama, vient d'être intronisé dans la localité d'Odiéné-Sienso. C'est un village situé à une dizaine de kilomètres d'Odiéné. Et la cérémonie a eu lieu en présence de l'ensemble des filles et fils du canton Sofa, dont le ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières, Koni Adama. Le reportage d'Ève Bouy. El Hadj Bamba Adama est le nouveau chef du canton Sofa. Il remplace Kone Vakese, décédé il y a 2 ans. L'intronisation se déroule dans la localité d'Odiéné-Sienso en présence d'un parterre d'invités, d'élus, des cadres, des fils et filles du canton Sofa venus d'ici et d'ailleurs. Une fois les bénédictions prononcées par les guides religieux, les interventions du comité d'organisation et du conseil régional du Kabadougou plantent les décors. Puis, El Hadj Bamba Adama est officiellement installé sur son trône avec tous ses attributs. Le préfet des régions saisit l'occasion pour donner des conseils aux différents chefs Sofa afin de maintenir la paix et la cohésion sociale. Le chef de village comme le chef de canton, vous jouez un rôle important. Votre rôle, c'est de maintenir l'ordre public. La tranquillité dans les villages. À sa suite, le ministre Adama Kone, cadre du canton Sofa, parrain de la cérémonie, abonde dans le même sens et exhorte les Sofa à l'union sacrée autour de leurs chefs pour relever les défis liés au développement et à la sécurité. Quand on est unis, on est fort, on est écouté et on profite du développement. Je voudrais donc compter sur vous. De nos jours, il y a des choses d'insécurité qui se passent. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, des individus, des personnes qui sont dans notre zone, qui ne sont pas recommandables, que vous ne connaissez pas, il faut porter ça à la connaissance des autorités. Le SOFA marche toujours dans la transparence, dans la tranquillité et dans l'honneur. Le tout nouveau chef installé entend donc œuvrer pour le rayonnement du canton. Je vais m'atteler à prôner l'union, l'entraide, la solidarité en tous les Sofas pour que le canton prospère. Pour les fils et filles du canton, cette intronisation qui réjouit leur cœur est signe de renouveau. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'unité soit revenue au sein de ces cantons parce que du fait de l'éloignement géographique, des distensions étaient nées et on avait du mal à se retrouver entre nous. On est tellement contents parce que c'est une cérémonie on attendait ça très longtemps. Mais il est le plus vieux des Sofa actuellement, donc on est content. De toute façon, on a installé là, nous tous on a gagné un peu dedans. De toute façon, le vieux m'a nous fait là, c'est trop moi, mais j'ai pris moto pour quitter à Niamana pour venir faire les fêtes là, pour revenir. Le canton Sofa est constitué de 18 villages répartis dans les départements d'Odiéné, Béligban et Samatigila. En sport et football, le CHAN 2021 a démarré aujourd'hui avec le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe à Yaoundé. Le Cameroun a battu l'équipe du Zimbabwe sur le score d'1-0. Début des compétitions réussies pour le Cameroun. Opposés au Zimbabwe en ouverture du CHAN 2021, les Lions indomptables locaux ont eu du mal à trouver la faille. Malgré leur domination lors de la première période, ils ne réussiront pas à tromper le portier des Warriors, 0-0 à la pause. En seconde période, Jacques Zoa et ses coéquipiers multiplient les offensives et obligent les Zimbabwéens à la faute. C'est finalement à la 73e minute, sur un coup franc, que Salomon Banga, sociétaire du Coton Sport de Garoua, d'un geste acrobatique, inscrit le seul but du match. Mardi prochain, le Cameroun sera face au Mali et aura la possibilité d'assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Voilà, nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h.
Journaliste émérite Agnès Crédy vient de présenter sa dernière œuvre littéraire à la Société ivoirienne de télédiffusion. La journaliste écrivaine a échangé avec le directeur général et les agents. Des échanges sur la place des personnes en situation de handicap et le regard des autres. Notons que Les Affranchis du sort, c'est son livre. C'est un livre qui magnifie le courage et la volonté des personnes en situation de handicap. On fait le résumé avec Serge Kouléa. Des noms et des visages, connus ou pas du tout. Ensemble, ils partagent un même destin, celui d'avoir surmonté un handicap pour s'assumer de façon héroïque dans une société qui ne leur fait pas souvent de cadeaux. 20 affranchis du sort, racontés par Agnès Crédy. La journaliste écrivaine partage l'expérience de son œuvre avec le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, Adama Yeo, et ses collaborateurs. Les réalités des personnes handicapées, leurs combats quotidiens, leurs droits sont développés dans ce roman qui amène le lecteur à avoir un regard neuf. Je pense qu'il faut comprendre le sens de l'œuvre. C'est effectivement amener tout le monde à comprendre ce qui est vraiment utile, c'est-à-dire ce qui nous unit, que nous sommes tous pareils. Le corps n'est qu'une enveloppe qu'on peut pouvoir dompter. C'est par la force de la volonté, par la force de la conviction qu'on peut être capable de s'inscrire dans une société qui est productive. Produire, c'est savoir vaincre ses fragilités, c'est savoir se surpasser. Et ce sont ces leçons que nous donnent ces personnes en situation de handicap qui nous montrent que le corps fragilisé peut être vaincu, que ne pas voir ne nous rend pas forcément aveugles et que ne pas entendre ne nous rend pas forcément sourds. Aux côtés d'Agnès Crédy, Anne-Cécile Conan, chef d'entreprise, dont l'histoire figure dans ce livre. Les affranchis du sort est une leçon de vie, une leçon pour dire aux personnes en situation de handicap que l'handicap ne nous enlève rien. Yeo Adama, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, parrain de cette cérémonie, s'est procuré un stock important d'ouvrages dédicacés aux agents par l'auteur. Et quand on veut, on peut, dit-on, Awa S. Bakayoko. On vous retrouve avec plaisir. Nous allons maintenant débuter notre entretien. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Dangadé, sous le joug d'un Dangadé, l'enfant maudit. Alors, la page de couverture de votre roman présente une image un peu effrayante. Moi, ça m'a effrayé. Alors, comment expliquez-vous le choix d'une telle image, une sorte de monstre qui n'inspire que répugnance? En réalité, nous avons affaire à un monstre dans l'œuvre. L'ange, c'est un monstre construit, je dirais, petitement par l'amour débordant d'une mère qui ne savait pas lui dire non, qui l'a laissé grossir, je dirais, dans cette monstruosité-là, et qui en a fait ce monstre qui figure sur cette première de couverture. Et ce monstre qui nous guide sur un itinéraire périlleux. Alors la conjugaison du titre et de cette image annonce justement une histoire sombre, un drame familial, l'itinéraire d'un enfant maudit sous le joug d'un Dangadé. C'est votre deuxième roman. Donc on va voir le résumé avec Franck Adio et on en reparle tout juste après. Un Dangadé, c'est dans la traduction dérivée du malinké, un enfant maudit. Et ce Dangadé est le personnage principal du roman de Mawa Bakayoko, Sous le joug d'un Dangadé. L'histoire de Néné, une femme et son fils Lance, un rebut social, couvé envers et contre tout par sa mère. Les 5 chapitres, encadrés de prologues et d'épilogues, sont comme une description linéaire de l'émergence et de la décadence d'un vécu et même d'une conviction. Celui ou celle d'un protectionnisme mal ficelé. On parle d'un voleur d'or, Lance Berthet, et de sa complice involontaire, Néné, sa mère. Enfin, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus. Au-delà du narratif, l'auteur emprunte beaucoup au symbolisme. Il y a celui de la malédiction autour de l'or, de l'éducation décadente, comme quoi nous sommes la source de nos propres turpitudes. Mawa Bakayoko est écrivaine, chroniqueuse et blogueuse ivoirienne. Elle est l'auteur de plusieurs romans. Alors, le livre s'ouvre sur le vol de l'or de la tante Komba, dans le Kabadougou, la région du Kabadougou. Dites-nous quelle symbolique sur cet acte. L'or, mon préfacier l'a dit éloquemment dans la préface. L'anthropologie africaine, le professeur Vali Sidibé,
L'anthropologie africaine démontre qu'avec notre apport à l'or, nous avons soit le bonheur, soit nous avons le malheur. Et l'œuvre s'ouvre justement sur ce prologue-là qui montre un enfant qui dérobe lors de sa tente combat. Alors qu'il était seulement au 6e, en classe de 6e. Voilà, il était à ses débuts, je dirais, avec sa mère qui le rejoint et qui devient son complice dans ce vol. Et donc, c'est pas trop fort, complice? Complice. Sa mère n'était pas, elle était à Abidjan, lui, il était en vacances dans le Kabadougou. Mais complice parce qu'on peut être complice, je dirais tacite. Oui. On n'a pas participé au vol, mais on a tous les éléments qui démontrent que la personne est coupable et on l'accompagne également dans son vol. Donc, la problématique de l'or est mystique, est mythique, selon l'anthropologie africaine. Selon nos croyances africaines. Alors, des vies ont été brisées, des vies ont été justement déchirées, un drame familial. Sous le joug d'un Dangadè nous mène sur un itinéraire périlleux, parsemé de délits. Alors, trafic de drogue, violence, agression, braquage, tout y passe. Pourquoi avoir ainsi fait subir de tels affres à Néné Berté, la mère de Lens? En Afrique, on dit... Quand l'enfant est petit, quand tu ne le fais pas pleurer, ben quand il grandit, c'est lui qui te fait pleurer. Le faire pleurer, ce n'est pas lui passer, c'est éviter de lui passer tous ses caprices. Et pour elle, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. En acceptant d'accompagner son enfant dans cette décadence-là, elle construisait ce qui allait devenir son malheur. Et donc, elle est la source de son propre problème. Elle aurait dû arrêter, parce que forcément, on lui dit, quand tu sèmes, tu récoltes. Et c'était le temps de la récolte. Au fur et à mesure, c'était une sorte donc, au fur et à mesure qu'elle laissait faire. Tout à fait. C'était une sorte de chassé-croisé. En même temps que l'enfant commettait l'acte qu'elle protégeait, le retour du bâton revenait forcément. Et donc, on est arrivé je dirais, dans une succession, voilà, de malheurs, justement, qui vont s'abattre sur elle. Qui vont s'abattre sur Néné. D'accord. Alors, Mawa S. Bakayoko, vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes une épouse. Vous savez donc, quand je parle d'instinct maternel, d'amour maternel, vous savez de quoi il s'agit. Alors, n'est-ce pas un peu une excuse? On pourrait quand même pardonner un peu à Néné. On peut pardonner. Par rapport à l'amour qu'elle avait pour son fils. On peut pardonner à Néné si Néné était consciente de son rôle de mère. Parce qu'à un moment donné, je le dis, je parle d'éducation à la conscience. L'éducation à la conscience parentale. Quand on est parent, on a une charge à laquelle on doit quand même, on doit céder. Une charge qui doit nous permettre d'être ces éducateurs-là naturels que Dieu nous a, la fonction que Dieu nous a octroyée. Alors refuser, accompagner, aller ouvrir des portes où il ne faut pas, parce que je signale qu'elle ouvrait des portes de manière, je dirais, elle allait contre la loi, simplement pour satisfaire son fils, pour retirer son fils de la prison, pour enlever son fils dans les commissariats, simplement parce que je dis que c'est... Donc elle est... D'accord. Alors, l'amour trop poussé, il y a une question. Hein. L'amour, est-ce l'amour trop poussé de Néné ou la malédiction liée au vol de l'or, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est quoi l'origine des malheurs? C'est seulement l'irresponsabilité de la maman? Il y a mais à la base, l'irresponsabilité de la mère est présente. Parce que lorsqu'elle est venue constater le vol du l'or, elle a défendu son fils. En ce moment-là, elle aurait arrêté la malédiction de l'or si elle avait pris fait et cause pour Kumba, chose qu'elle n'a pas faite. Alors donc, n'ayant pas pris fait et cause pour Kumba, n'ayant pas défendu Kumba dans le vol de l'or, évidemment, elle rentre, je dirais, dans toutes les victimes de la malédiction. Donc, il faut savoir dire non à l'enfant quand il faut. Il faut savoir dire non. Quelle est la part de responsabilité du père vis-à-vis de l'enfant? Parce que la responsabilité du père est aussi engagée dans l'éducation de l'enfant. Le père a démissionné. Il a été démissionnaire complet. Il a même fui à un certain moment donné, ça s'explique peut-être par le fait qu'il s'est retrouvé menacé par Lens, mais le père, dès la base, avait démissionné. Et cette démission est aisément expliquée dans l'œuvre. On montre que le père n'a pas joué son rôle de père. À preuve, la Néné étant la première femme ingénieure, elle avait tous les moyens et c'est elle, je dirais, qui prenait à bras le corps, le foyer. Et le père était là, il assistait. Donc du coup, voyant cela, les enfants, ils sont quand même, c'est des psychologues. Ils savent où tirer la corde pour avoir ce qu'ils veulent. Donc il était démissionné, il a raté sa fonction de père. Justement, il y a donc une solution. Quelle solution éducationnelle tirée du joug
Oui. De Dangandé. J'espère que je prononce bien. Dangandé, voilà. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse de la meilleure éducation. Mais il y a des conséquences quand les parents démissionnent vis-à-vis de l'éducation. Mais toujours est-il que, d'abord, c'est la conscience éducationnelle. Il faut qu'on prenne conscience qu'un enfant, ce n'est pas un poulet. Ce n'est pas un élevage qu'on fait, où on donne soit un peu de vaccin, un peu d'eau. Non, un enfant, ça s'éduque. Ça lui donne les bases de la vie. Et c'est dans la famille que ça doit se faire. La base éducationnelle, c'est d'abord à la maison. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas la rue, c'est la maison. Et donc, il faut qu'on prenne conscience que nous avons un dépôt qu'on doit donner à nos enfants. Mais également, la base éducationnelle doit se faire de manière filiale. Il est impératif que les enfants se rendent compte que ce qu'ils reçoivent est important et ils doivent le protéger, mais également, ils doivent rendre à la société ce qu'ils reçoivent. Pour devenir des agents de la société et non des éléments nuisibles de la société. Et donc, on doit jouer sur ces deux tableaux, parents, enfants. D'accord. Alors, la responsabilité de la mère comme du père, cette responsabilité-là est engagée. Merci, Madame Mawa S. Bakayoko, d'avoir été notre invitée de la page culture. Nous avons donc entendu vos propositions. Vous gardez les pieds dans la tradition. Malgré votre séjour aux États-Unis, vous avez passé assez d'années. Quand vous parlez de l'or, du vol de l'or, on sent que nous devons toujours préserver nos traditions et surtout inculquer ce qu'il faut, les valeurs de notre africanité. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Sous le joug d'un Dangadais, de l'écrivaine romancière Mawa S. Bakayoko, bel attelage de français sur un fond de malinké, nous invite donc à jouer notre partition dans l'éducation de nos enfants. C'est d'ailleurs l'un des piliers du développement. Éduquer, c'est construire, dit-on. Ce journal est terminé. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous avec le même plaisir à 20h. Prenez surtout soin de vous.